Bonjour à tous. Merci à tous déjà d'être là. Il y a pas mal de monde, donc ça fait plaisir de voir tout ce monde. Et du coup, aujourd'hui, on va parler tous ensemble d'authentification et d'autorisation dans une architecture microservice et vous montrer que c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. On va commencer par se présenter. Donc moi, je suis Vivien Maizé, je travaille chez Ypon. Je suis architecte. J'aime tout ce qui est autour de la tech et j'aime bien partager et aussi découvrir. C'est pour ça que je suis ici à Devox. Et en ce moment, je bosse pas mal sur du Spring, de la WS, du DevOps et aussi du .NET Core. On vous montrera ça pendant un démo. Et moi, c'est Florent Garcia. Donc, je travaille chez Ypon, mais maintenant, je suis chez BetClick à Bordeaux. On recrute, donc si ça vous intéresse, une belle ville, n'hésitez pas. Je travaille beaucoup sur tout ce qui tourne autour du back-end. Et mes dada, c'est un petit peu le tracing distribué, tout ce qui tourne autour du cloud aussi, et Kafka. Donc, on est là pour parler de sécurité, comme on le disait. Alors, vous ne mettez pas en PLS tout de suite. 1 heure de sécurité, ça va très bien se passer. L'idée, c'est qu'on va aller pas à pas. On va partir d'un besoin concret d'un client qui vient de précédentes missions qu'on a effectuées au sein de Ypon Technologies. Et donc, on va partir du besoin du client, des différentes solutions qui ont été envisagées pour répondre à ces besoins de sécurité et comment on a mis en œuvre du coup cette solution. Et les différents thèmes qu'on va aborder, ça va tourner autour de l'authentification et de l'autorisation. Donc, on reviendra sur les termes pour vous expliquer, pour vous donner des définitions. On parlera aussi de protocole OAuth2, on parlera des JOT, on parlera de comment on gère des sessions, on vous montrera du code, et dans plein de langages différents. Donc on va faire un petit point sur l'architecture. Alors le client pour lequel on avait travaillé, donc c'est une synthèse un petit peu de plusieurs clients, mais la base c'était un client qui s'appelle Privalia. Vous connaissez peut-être pas, mais en France c'est le groupe vente privée qui maintenant s'appelle VP. Et donc l'architecture c'était une architecture assez standard microservice, dans laquelle en front on avait du coup une application qui était là en React supportée par du Node.js. Chez un autre client, on a eu aussi le cas avec du Angular, mais bon, ça importe peu la technologie. Derrière, une gateway. Là, dans notre cas, c'était Zool. Et derrière ça, toute une série de microservices qui communiquaient ensemble, avec du Spring Boot principalement, mais on avait aussi du PHP, on a du .NET Core, différentes choses, avec chacun leur base de données, ce genre de choses. Il y avait différents problèmes dans cette architecture. Déjà, il n'y avait pas d'authentification. Alors, quand on ne dit pas d'authentification, de quoi on parle? L'authentification, en fait, ça va être le fait de dire à une application « je suis cette personne ». Qui je suis. L'autorisation, à contrario, ça va avec, c'est en gros qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans mon architecture, au sein de mes services. Donc il y avait ces deux notions-là, en fait, elles n'étaient pas traitées. Et du coup, le client, la première question qu'il nous a posée, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre de la sécurité? Les premiers besoins sur lesquels on a intervenu, c'était des besoins back-office. Et du coup, ils nous ont tout de suite dit, nous, on est dans un réseau privé. Une fois qu'on est dans notre réseau, les gens ne peuvent pas y accéder. Donc on fait ce qu'on veut, on n'a pas besoin d'authentification, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Sauf que non, dans ce genre d'architecture, déjà, l'analogie de la muraille qui empêche tout le monde de rentrer et après on est tranquille, ça n'existe pas, il y a toujours des points d'entrée. Mais en plus de ça, il y avait la problématique que n'importe quel dev pouvait faire n'importe quoi sur le back-office. Donc il y avait une vraie problématique en termes d'autorisation notamment. Et en plus de ça, il y avait la problématique du coût, parce qu'on avait de la complexité qui venait du fait qu'ils voulaient utiliser des LDAP, leur LDAP interne, qui voulaient aussi pouvoir utiliser des services externes pour les prestataires ou ce genre de choses. Ils avaient des bases de données qui étaient à part. Ils voulaient aussi pouvoir gérer du SSO pour avoir évité de se reloguer 50 fois sur les mêmes applications. Et en plus de ça, comme il y avait plusieurs langages de programmation, ils se posaient la question de la difficulté de maintenir cette sécurité. Alors en partant d'un petit peu tous ces besoins de ce postulat, on a essayé de regrouper les différentes features qu'on voulait que notre architecture de sécurité ait. Il y avait tout d'abord le single sign-on. Alors le single sign-on, qu'on appelle aussi le SSO, c'est le fait de se dire, lorsque je vais vouloir me connecter à une application, je vais toujours passer par le même point d'entrée. On ne va pas avoir de duplication de code dans chacun des services pour dire, bah voilà, là je vais coder une page de login, etc. Si on a plusieurs back-office, on va avoir un seul point d'entrée, peu importe que ce soit pour n'importe quel type d'application, n'importe quelle technologie. On voulait aussi avoir de la fédération d'identité. Quand on dit fédération d'identité, c'est-à-dire que si on a plusieurs bases de données de plusieurs sortes, pour gérer nos utilisateurs, bah, qu'on puisse tout regrouper à un seul endroit et qu'on puisse se connecter via cet endroit.
On voulait aussi pouvoir faire du login social avec Facebook. Là, dans notre cas, c'était plutôt Google, mais ça peut être avec n'importe quoi comme Facebook, GitHub. Avec Instagram, si vous voulez. Oui, avec Instagram, si ça vous intéresse. Et on avait aussi besoin d'une gestion de rôle pour gérer ces fameuses autorisations, pour avoir une granularité assez fine, pour pouvoir donner certains rôles à certains groupes et pas à d'autres. On verra comment on fait un petit peu plus tard. Et bien sûr, tout ça, on voulait que ce soit assez facile à administrer, parce qu'on n'a pas spécialement des profils très ops, et que ça puisse s'intégrer avec les langages dont on avait besoin. En l'occurrence, c'était principalement du Spring, du .NET, du Node.js, du PHP. Et tout ça, que ça reste raisonnable en termes de coût. Et quand on parle de coût, ce n'est pas juste le coût de combien coûte le software ou le service. Parce que si on part sur une solution SaaS, il y a un coût direct et c'est tout. Mais quand on part sur sur une solution open source, on a tout ce qui est coût de mise en place, de maintenance, etc., qui est du coup humain, qui peut des fois être supérieur à un coût en SaaS. Donc on a fait une petite étude des différents acteurs du marché. Et ce qui est ressorti pour nous, qui nous paraissaient les solutions les plus intéressantes, c'était celle-là. Donc il y avait Okta, Auth0, Keycloak et une solution entre guillemets à la main. Nous, on était parti plus sur quelque chose à base de Spring Security. Alors on a assez vite écarté la solution à la main, notamment pour les problèmes de coût dont on parlait un peu plus tôt, étant donné qu'il y avait un gros background PHP, qu'il y avait une migration en Java. En termes de compétences, c'était compliqué de partir sur un truc complètement custom, et puis ça demanderait quand même pas mal de travail. Et puis on va pas se mentir, la sécurité, c'est quelque chose qui est complexe aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à voir. Essayez pas de faire les choses vous-même quand il y a des personnes qui l'ont fait mieux que vous, et surtout qui, je pense, auront plus de connaissances sur vraiment mettre les choses en place, et avec une grosse base d'utilisateurs. Et donc du coup, Okta, Auth0 et Keycloak, les trois répondaient aux besoins sur tous ces critères-là. Nous, on a décidé de prendre Keycloak. La raison est aussi un petit peu historique, parce que le groupe vente privée avait déjà un Keycloak qui tournait quelque part et qui commençait à utiliser, notamment pour des futurs besoins pour des clients frontaux. Et donc, on s'est dit que c'était une bonne idée de mettre en commun les connaissances et de partir sur cette solution. Donc, qu'est-ce que c'est Keycloak? Keycloak, c'est un outil qui est développé par Red Hat à la base, donc maintenant IBM, ou bientôt, et qui regroupe du coup toutes ces fonctionnalités. Donc on peut faire du SSO dans le sens où cette page de login, donc c'est la page de login de base, pas customisée du tout. Cette page de login, en fait, elle va être unique pour tout le monde. Lorsque vous allez être dans un royaume, vous allez pouvoir l'appeler et vous connecter depuis n'importe quel front. Vous passerez toujours par le même endroit qui est ce serveur d'autorisation. Donc on répond déjà à la problématique du SSO. On a ensuite la possibilité de faire de ce qu'on disait le brokering d'identité, donc d'avoir plein de providers d'identité avec des protocoles divers et variés, et pouvoir faire du GitHub, du Facebook, du Twitter. La fédération d'identité, de la même façon, tout est dans Keycloak. On a un serveur ou un cluster qui gère toute cette problématique d'identité. Et ce qui est très intéressant avec Keycloak, c'est qu'il se base principalement sur des protocoles standards de sécurité, comme OpenID, Auth2, OpenID qui est une surcouche à Auth2, et SAML par exemple. On reviendra un petit peu plus tard sur les protocoles. Ok, donc du coup, on a choisi, on s'est dit, voilà, Keycloak, ça répond vraiment à tous nos besoins. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Comment je fais mon authentification, comment ça marche? Donc, on a regardé un peu ce qui existait. Donc, je pense que vous connaissez tous l'authentification basique. C'est celle que vous avez utilisée quand vous aviez 16-17 ans. Vous avez fait votre premier site web. C'était bien, ça marchait, hein, c'était super sécure. En fait, non, pas du tout. C'est simple à mettre en place, mais en termes de sécurité, c'est zéro. L'utilisez pas chez vous, s'il vous plaît. Du coup, à côté, en face, on va retrouver OpenID et SAML. Donc, il n'y a pas forcément de... Je ne peux pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. On va en avoir un qui est beaucoup plus... qui est présent depuis plus longtemps, c'est SAML, un protocole qui est basé sur du XML, mais qui va offrir les mêmes fonctionnalités, enfin les mêmes choses, techniquement, que ce que vous pouvez avoir avec OpenID. Nous, on préfère plutôt utiliser OpenID, c'est un peu plus récent, c'est basé sur du JWT avec du JSON. Ça sera quand même plus facile à utiliser dans le quotidien. Donc OpenID, c'est juste une norme qui est basée sur le protocole Auth2. Donc on va en revenir derrière. Mais donc voilà, c'est basé sur Auth2, ça va permettre de faire du SSO. Après, voilà, ça reste un peu plus complexe que de l'authentification basique. Donc du coup, Auth2, qu'est-ce que c'est? Auth2, c'est un protocole qui a été défini, qui est bien standardisé. Donc il y a plusieurs moyens pour s'authentifier quand on fait de l'Auth2. Aujourd'hui, nous, on va vous présenter le plus classique,
c'est l'authorization code, c'est celui que vous utilisez quand vous vous authentifiez avec un login et un password. Donc, du coup, comment ça marche? Moi, je suis un utilisateur. Donc, on va différencier deux notions. On va différencier l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, c'est moi, Vivien, et le client. Le client, dans le monde OAuth2, dans le monde de la sécurité, ça va être une application. Donc, vraiment bien différencier ces deux utilisateurs. Donc, le client, grâce à l'utilisateur, il dit moi, je veux accéder au front, je veux pouvoir accéder à l'application 1. Donc le front, le client, il va dire à Keycloak, je veux pouvoir m'authentifier. Donc il va demander une authorization code request. Keycloak, il va dire ok, t'es le client, moi je te connais, je vais demander à ton utilisateur de s'authentifier. Donc moi, Vivien, je vais m'authentifier. Keycloak, derrière ça, une fois que je vais avoir entré mes bons credentials, il va me retourner un code sur le front. Et après, il y a quelque chose qui va se faire un peu magiquement quand vous utilisez souvent du JavaScript ou ce genre de choses de clients. Il y a pas mal de clients qui sont développés pour vous. En fait, derrière, vous n'allez pas avoir besoin, vous, de refaire l'appel. Automatiquement, en fait, le client, il va rappeler avec le code que vous avez récupéré Keycloak. Keycloak va dire ce code, je le connais. Souvent, c'est un code qui a une durée de vie très courte et qui est du one use only. Et derrière, il va vous retourner un token avec lequel vous allez pouvoir appeler les API qui vous intéressent avec un access token. Donc, on va revenir plus en détail sur qu'est-ce que c'est qu'un access token. Donc, du coup, OpenID en action, ça donne quoi? Je vais aller vous montrer les requêtes qui sont faites. Donc, on va se mettre dans un Postman. Donc, il y a deux requêtes. La première requête, c'est celle de l'authorization code. Donc, je ne vais pas pouvoir la faire dans Postman parce que derrière, je vais vouloir afficher un formulaire d'authentification. Là, je ne vais pas pouvoir le faire. Est-ce que vous voyez derrière ou pas? Ou c'est trop petit? Non. Tu peux agrandir. Comment je zoome dans Postman? Zoom in. Ah ouais, alors, contrôle. OK. Donc ça, c'est les paramètres que je vais avoir pour mon authorization code. Je vais avoir le client ID, donc c'est le front. Le type de réponse que j'attends, c'est du code. La redirect URI, c'est parce que dans Postman, pour que je puisse récupérer, réappeler, redemander le token depuis Postman, c'est celle-là. Voilà. Hein. Le grand type, du coup, c'est de l'authorization code, c'est ce que je dis derrière. Et après, le scope, je demande à faire de l'OpenID. C'est ce qu'on essaie de vous présenter. Donc, je vais aller directement dans Firefox. Donc, on va s'ouvrir une petite page de navigation privée. Donc nous, on va vous présenter aussi, on peut s'authentifier avec Google. Donc je vais m'authentifier avec mon compte. Hop. Ça, il faut savoir que pour intégrer quelque chose comme ça, c'est 2 cases à cocher dans l'interface de Keycloak. Et il a oublié qu'il avait le two-factor et que du coup, il faut qu'il aille chercher son téléphone. Mais c'est 2 cases à cocher, donc c'est vraiment très simple d'ajouter ce genre d'authentification. Et après, ça s'ajoute, la page que vous voyez, c'était le fameux OSSO, et ça s'ajoute automatiquement à chaque fois que vous ajoutez des moyens d'authentification, il s'ajoute sur cette page-là. Donc du coup, ce qu'on vous disait avant, c'est qu'il retourne un code. Donc il est là, hop, pardon, clic, FN Shift, voilà. Donc je copie-colle ce code, je retourne dans Postman. Donc là, je fais un deuxième appel. Je vais le faire assez vite parce que la durée de vie du token n'est pas très longue. Après, je vais vous montrer. Donc voilà. Donc j'ai fait le deuxième appel. Donc pareil, je demande l'autorization code. Je lui donne le code pour pouvoir m'authentifier. Donc le premier appel, c'était un get. Le deuxième appel, c'est un post. Bon, certes, c'est les requêtes. Vous pouvez les retrouver assez facilement sur comment les faire. Pour information, les URL dans Keycloak, pour pouvoir récupérer ce genre de choses, vous les avez toutes à un seul endroit. Vous avez une page où toutes les URL sont... ouais, pareil, je zoome. Voilà. Et donc nous, on a utilisé le auth et le token pour pouvoir récupérer l'autorization code et le token. Donc du coup, voilà, j'ai récupéré mon access token. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. CTRL-C. Donc un access token, comme tous les JWT, c'est de la base 64. Donc vous pouvez tout simplement voir ce qu'il y a dedans sur jwt.io. Bon, il existait, j'en avais déjà un, mais c'est à peu près la même chose. Donc là, et puis on peut voir, voilà. Dans le JWT, on a plusieurs choses. La première partie, donc un JWT, c'est découpé en 3 parties. On va avoir la partie en rouge que vous avez en haut, c'est le header qui va contenir les informations du JWT en global. Donc on va avoir le type, bon là c'est un JWT, avec quel algorithme il a été signé. Et la key ID, c'est la clé publique qui va permettre de pouvoir... Enfin, c'est l'ID de la clé que je vais pouvoir retrouver ici. Donc là, en fait, l'ID, il est là.
je vous montre pas, hein, c'est le même. Donc du coup, je crois. Ouais. Du coup, voilà, c'est le Key ID. En fait, du coup, ça va me permettre à mes applications de pouvoir interroger Keycloak et de récupérer la clé publique qui est ici, donc du coup, pour pouvoir valider le token. Ensuite, on a le payload, donc toutes les informations. Et donc c'est là, en fait, on va retrouver toute la partie OpenID. OpenID, c'est juste un standard qui va dire, dans ton token, tu vas avoir au minimum ces informations qui sont là-haut, là. Et donc ça, c'est défini, c'est la norme OpenID, il faut avoir au minimum ça. Et après, on va avoir plein d'autres informations qui vont être ajoutées dans le Access Token. Donc on peut voir que, par exemple, j'ai des rôles. Bon, j'en ai pas beaucoup parce que comme je me suis authentifié avec mon compte Google, donc Keycloak, j'existe pas vraiment, donc j'ai des rôles par défaut. Puis après, on va retrouver mes informations Google. Et en bas, la dernière partie, c'est la signature. Alors la signature, c'est fait comment? C'est une agrégation du header et du payload. Et puis après, c'est signé, enfin c'est chiffré avec, en RS 256, du coup, avec la clé privée par Keycloak. Du coup, ça va assurer quand vous allez vouloir valider avec votre clé publique que personne n'a tempéré avec votre token. Donc du coup, vous assurez que le token, c'est forcément Keycloak qui vous l'a donné. Et donc les informations qui sont dedans, elles sont correctes. Par contre, mettez pas des informations sensibles dans un token. Ok, très bien. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur OpenID au 2? Ça a l'air clair. Cool. Donc les différents tokens, donc, je vous ai montré l'Access Token. Si je viens... Et en fait, on en a récupéré 3 quand j'ai fait l'appel à Keycloak. Donc on a l'ID Token. Donc l'ID Token, il va juste renvoyer que les premières informations que je vous ai montrées dans l'Access Token. Donc en fait, l'ID Token, c'est juste une information agrégée. Vous allez récupérer que quelques petites informations. Souvent, il n'a pas vraiment de nécessité d'être utilisé. Par contre, il peut permettre de savoir qui est la personne qui a récupéré le token. Ensuite, on a l'Access Token que je vous ai montré, dans lequel on va avoir plus d'informations. Et là, notamment, on va pouvoir retrouver des rôles, ce qui va permettre de pouvoir faire de l'autorisation par la suite. Et on a un Refresh Token. Donc un Refresh Token, c'est juste un token qui va être utilisé pour rappeler votre serveur d'identité, votre serveur de sécurité, pour dire hey, j'ai un token qui a une durée de vie plus longue, et je veux juste récupérer un Refresh Token sans que mon utilisateur il a à se réauthentifier. Je vais vous expliquer un peu par la suite comment ça marche et comment, du coup, c'est censé être utilisé pour pouvoir travailler efficacement. Donc tout est signé, tous les tokens, tous ces 3 tokens sont signés pour assurer leur intégrité, et vous pouvez les valider. Donc je vous ai montré avec le système le plus utilisé, c'est la clé publique. Et après, Keycloak qui fournit aussi un endpoint. Non, pardon. Ici. Donc Keycloak qui fournit un endpoint, le introspect, qui va permettre, en fait, quand vous allez l'appeler, ce endpoint, avec l'Access Token, il va vous retourner les informations qui sont dedans au format JSON. Donc vous n'avez pas besoin, vous, de transformer, de lire les claims qui sont dans le JWT. Et en plus de ça, il va le valider. Donc si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à valider avec la signature, vous appelez tout simplement Keycloak. Bon, par contre, ça vous rajoute un appel HTTP. Et la dernière validation, c'est un peu moins sécurisée. Souvent, c'est ce qu'on utilise quand on veut faire du JWT tout seul. Ouais. Pardon. Petit bug. C'est les secrets. En fait, c'est juste une clé secrète que vous pouvez utiliser qui va remplacer la notion de clé privée et clé publique. Et en fait, vous signez juste votre token avec un secret que vous connaissez et que vous pouvez partager entre plusieurs applications. Voilà, vous pouvez l'utiliser, ça existe. Donc du coup, ok, très bien, on arrive à récupérer notre token. Mais après, qu'est-ce que j'en fais de ce token? Il y a 2 notions. Côté front, il faut que j'arrive à le stocker pour pouvoir l'envoyer à toutes mes applications. Donc on va pouvoir, aujourd'hui il y a 2 manières de le stocker. Soit vous faites du local storage, c'est pas le plus sexy. Soit vous le stockez dans vos cookies, ce qui va permettre en fait à vos applications de pouvoir plus facilement les propager, les envoyer à vos applications back quand vous allez faire des appels HTTP. Après côté back, par contre là, on va pas les stocker. Les jetons, c'est vraiment quand vous appelez le back, le back il va juste lire le token et derrière tout doit être stateless. C'est le principe du jeton du JWT. Mettez pas d'informations de session en cours dans votre JWT. La durée de vie des sessions, comment ça marche? Je vous ai parlé du refresh token juste avant.
Donc souvent, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un access token qui va avoir une durée de vie assez courte, une durée de vie de 5, 10, 30 minutes. À vous de voir comment est-ce que vous voulez c'était. Tout ça, vous pouvez le configurer directement dans Keycloak. Et après, vous allez avoir un refresh token qui va avoir une durée de vie de, je sais pas, un jour. Puis après, vous pouvez avoir des durées de vie un peu infinies. Vous savez, c'est quand vous cliquez sur hey, souviens-toi de moi quand vous allez sur le site. Mais en fait, le refresh token, il va avoir une durée de vie illimitée. Et du coup, vous n'aurez jamais besoin de vous réauthentifier sur le site grâce au refresh token. Et du coup, ce qui est fait, c'est que dès que l'access token il est invalidé, la date elle a expiré, votre client HTTP du côté front, il va prendre le refresh token, il va rappeler Keycloak, il va lui dire hey, donne-moi un token. Keycloak il va dire bah, c'est bon, le refresh token il est encore valide. Et il va me retourner un access token sans que j'ai besoin de retaper mes credentials. Mais après, vous allez me dire ouais, mais pour l'invalidation, du coup, c'est pas très sécure parce que ça veut dire que pendant 30 minutes, si avec mon access token qui a une durée de vie de 30 minutes, bah, mon utilisateur, en fait, il peut faire ce qu'il veut. Parce que pendant 30 minutes, il ne va jamais rappeler Keycloak. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? Et alors là, après, ça va vraiment dépendre de vos besoins de sécurité et de performance. Parce que vous pouvez dire, bah ouais, je veux un token qui va durer, un access token qui va durer 30 minutes, mais parce que je n'ai pas des gros besoins de sécurité, moi, ça me suffit. Et bon, bah, si pendant les 30 minutes, il peut faire ce qu'il veut, moi, après, sur Keycloak, si je veux invalider sa session, vous pouvez invalider les sessions directement. Et donc, quand vous allez rappeler Keycloak avec votre refresh token, la session va être invalidée. Je vais lui dire, bah non, il faut que tu retapes tes credentials, ou même, je peux lui refuser l'accès. Après, vous pouvez voir d'autres choses. Vous pourriez avoir un access token qui est une durée de vie très courte, et vous rappelez souvent Keycloak avec votre refresh token. Voilà, c'est un peu à vous de voir. Et même, vous pouvez avoir une dernière solution qui dit, bah, moi, je veux que ça soit ultra sécure, je veux qu'en temps réel, je puisse désactiver mon utilisateur. Bah, en fait, vous pourriez, à chaque appel, plutôt que d'utiliser les systèmes de clés, utiliser le endpoint public que je vous ai montré auparavant. Et du coup, à chaque appel, bah, vous appelez Keycloak, donc vous validez que votre utilisateur il a bien le droit de faire ce qu'il demande de faire. C'est un peu moins perf. Faites attention au contenu de vos sessions, je vous l'ai montré. Un JWT, c'est de la base 64, donc vous pouvez lire. Donc mettez pas de password, mettez pas de choses sécures dans vos JWT. Le WebSSO, comment ça marche? Donc là, très bien. Moi, j'étais le front, j'ai pu le stocker dans ma session, le back, ok. Mais du coup, après, comment ça marche quand j'ai pas envie que mon utilisateur retape tout le temps ses credentials? SSO, c'est le single sign-on. Donc le principe, c'est vraiment ne pas retaper ses credentials à chaque fois, sachant que je suis sur le même navigateur. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est un peu magique, hein, je vous le cache pas. Donc, le front 1, je suis sur ma première application, je vais m'identifier auprès de Keycloak. Keycloak, il me dit, bah, ok, je te connais pas, t'es pas authentifié. Saisis tes identifiants. Donc moi, ok, je m'authentifie. Et en fait, Keycloak, derrière, je vous ai montré tout à l'heure, il retourne un token, mais il va aussi retourner des cookies. Et en fait, les cookies vont tout simplement se mettre dans votre navigateur. Ça, vous avez rien à faire, ça va marcher tout seul. Et en fait, le deuxième appel, vous allez demander un token. Et puis là, il va dire, Keycloak, mais tu m'as envoyé un cookie? Bah, du coup, je te connais, tu es déjà authentifié. Pour moi, tu n'as pas besoin de te réauthentifier, le cookie il est valide. Du coup, je te renvoie directement le token. C'est pas mal, hein? Voilà, du coup, on va vous faire une petite démo avec l'expert front. De père en fils. Alors, moi, je vais vous montrer un petit peu de code, du coup. Donc là, pour la démonstration, on vous a fait une petite application. Le front est en Angular. Je vais le mettre en plus grand, vous inquiétez pas. C'est assez simple, en fait. L'intégration de Keycloak, quand on fait de l'Angular, c'est ça? Yes. On a juste quelques modules, en fait. On a juste un module à définir. Ici, on définit un provider qui va nous donner le Keycloak service. Et pour pouvoir utiliser ce Keycloak service, on doit lui passer une fonction pour initialiser notre Keycloak. Donc là, elle est ici, notre fonction. Elle est assez simple. En fait, vous voyez que vous avez appelé du coup le keycloak.init avec du coup de la configuration ici qui vient de notre environnement Angular. Donc ici, c'est tout simplement des informations de base du type où est-ce que je peux contacter mon Keycloak, quel est le nom du client. Alors comme c'est des clients front, ils n'ont aucune sécurité, ils sont déclarés comme publics, mais il faut quand même qu'ils soient déclarés dans Keycloak. Et où est-ce qu'on l'appelle? Donc ça, c'est les informations de base. Hop, on retourne sur notre module. Et donc ça, on définit du coup notre Keycloak service. Une fois qu'on a ce service-là, on a ensuite quelque chose qui va nous permettre de enregistrer, de sécuriser les différentes routes sur notre application front. Donc pour ça, on utilise les guards. Donc c'est un mécanisme d'Angular qui est bien connu. Et
la librairie Keycloak Angular nous fournit directement un guard à étendre, qui est le Keycloak Hot Guard. Là, ce qu'on fait, c'est assez simple. L'idée, c'est que quand on reçoit une requête, on vérifie que l'utilisateur est connecté. Et s'il est connecté, on vérifie que les rôles qui sont passés dans les datas de la route, donc les rôles de l'utilisateur, correspondent bien à ce qui est demandé en tant qu'entrée. Comment ça se représente dans notre routeur? Hop. Donc dans notre routeur, un petit routing module ici. Donc on a un routeur qui est très très simple, hein. On a 3 routes, je vais vous montrer notre magnifique front après. On a une route qui est privée, qui nécessite d'être admin over 9000, donc personne ne l'est. Une route publique pour laquelle il faut avoir le rôle yes we can. Et la route de base, qui est notre home d'une certaine façon, qui ne nécessite même pas d'authentification Keycloak. Derrière, en termes de code, je vais juste vous montrer du coup la route qui est publique, donc le dashboard component HTML. Hop. Ici, en fait, on a juste 5 boutons, 5 boutons qui vont nous permettre de nous authentifier, de nous logout, d'appeler une route qui est derrière la gateway, pour laquelle il faut être authentifié, d'appeler une route pour laquelle on n'a pas les droits, et d'appeler une route pour laquelle nous avons les droits et qui va faire un rebond, etc. On vous montrera ça dans la partie back. Donc, à quoi ça ressemble? Hop, attention les yeux. Alors, on va se mettre dans un autre navigateur privé. Non, parce que tu es connecté, toi. Wow! Donc ça, c'est notre application. Donc, on retrouve bien nos routes ici. Les 2 petites routes dont je parlais tout à l'heure, le public private, sont ici. L'idée, c'est qu'ici, on peut se login. Voilà, on a déjà le SSO, donc ce token-là, qui fait que nous, on est déjà connecté et on récupère déjà un token, mais du coup, je dois être connecté avec le mauvais utilisateur. Là, tu es connecté avec mon utilisateur. En fait, on a rouvert un navigateur privé, donc comme l'autre est toujours ouvert, c'est pour ça que ça ne va pas vider les caches. Hein, si tu fermes tout pour montrer. Non, on fera le logout. Et du coup, on a la route publique. Tu peux pas. Non, j'ai pas le rôle. La route publique, on a rajouté un rôle, donc t'es obligé on va de se logout et se relogin avec un autre utilisateur. Hop. Voilà, donc là, on a un autre login. Non, on ne va pas l'enregistrer dans l'espace. On a un autre... Et hop, là, on a la route cette fois-ci. Et donc, on a notre petit panda qui est très content. Et si on clique sur notre route private, par contre, c'est un rôle qu'on n'a pas dans notre token, dans notre utilisateur. Donc, on va être redirigé, tout simplement. C'est le fallback de l'HotGuard. On va être redirigé sur la page de base. Donc, je vous ai montré le login, le logout. On vous montrera les autres routes un petit peu plus tard. Donc on va continuer maintenant un petit peu sur comment on fait pour gérer nos utilisateurs. Et on va se dépêcher. L'idée, c'est que dans Keycloak, nos ressources, elles sont divisées plus ou moins en 3. Alors tout est au sein d'un royaume, donc on peut gérer plusieurs royaumes pour gérer différentes applications complètement différentes. Donc on a la notion de royaume qui nous permet de faire ça, pour complètement découpler les choses et avoir un seul cluster Keycloak qui va gérer plein de clients. Et donc on a les utilisateurs, les groupes et les rôles. Quand on parle de groupe et rôle, souvent, il y a une petite ambiguïté qui fait qu'on a tendance à se dire que c'est la même chose. Au sein de Keycloak, les groupes, ça va être une grappe d'utilisateurs. L'utilisateur étant, comme Vivien tout à l'heure, ou comme là, notre user qui s'appelait user. Et les rôles, ça va être la possibilité, on va pouvoir assigner des rôles, soit à des utilisateurs, soit à des groupes. Et c'est vraiment ces rôles-là qui vont nous permettre après de donner des accès aux ressources en termes d'autorisation. Ce qui est intéressant au niveau de la gestion des rôles, c'est qu'on peut peupler tout ça grâce directement à un LDAP. C'était le cas dans la mission, où en fait, au moment où on récupère les utilisateurs du LDAP, on leur assignait directement les rôles qui correspondaient au groupe des LDAP. Et du coup, vous avez directement ce lien qui est fait dans les entreprises avec des LDAP qui sont bien construits. C'est intéressant. Mais on peut aussi faire un petit peu plus que ça en utilisant directement des règles JavaScript ou utiliser même Drupal si on a vraiment des cas un petit peu complexes. Mais pour attribuer directement en fonction de vos utilisateurs différents rôles. Côté back, parce que maintenant qu'on passe un petit peu du côté arrière, comment on fait pour valider le token JWT? Donc on l'a dit, c'est simple, on récupère le token dans les headers de la requête. Donc tout vient dans le header. Et à partir de ce header, on va vérifier déjà que la signature est bonne, donc avec les divers moyens qu'expliquait Vivien.
Ou alors, et en plus de ça, on va vérifier que l'expiration et que le issuer sont les bons. Ça, c'est les trucs de base, entre guillemets, que toutes les librairies font. La plupart du temps, c'est avec la clé publique du serveur. On peut la cacher pour éviter d'avoir à appeler à chaque fois le serveur, ce qui fait que c'est assez perf. Et ce qui est très cool, c'est que c'est complètement agnostique en termes de technologie. Vous pouvez faire ça globalement avec n'importe quel langage sur le site de JWT.io. Vous pouvez voir les différentes librairies qui vous permettent de faire ça. Ce qui est bien, c'est que dans nos access tokens, du coup, on a cette notion de rôle. Et donc, on peut lier ce rôle à notre contexte, au contexte de notre requête. Donc quand la requête va arriver, on va vérifier que la signature est bonne, on va récupérer les rôles, et tout au long du traitement de cette requête, on vérifie est-ce que le rôle correspond, est-ce que tu as le droit de faire quelque chose. Typiquement, si on prend un exemple un peu plus technique pour vous donner un contexte, avec Spring, on va associer directement à la route, on va lui mettre la notation comment s'appelle la notation? Secure. On va la montrer de toute façon juste après. Non, c'est pas celle-là que je disais. Pre-authorize, merci. Heureusement que vous êtes là. Hein. C'est bon, vous vous êtes les meilleurs. Et donc, on fait du pre-authorize route par route pour dire, voilà, tu as ce rôle-là, tu as le droit de l'appeler, etc. Comment on fait quand on fait des appels entre applications? Parce que là, on a vu le cas, donc on fait le premier appel, le client front va appeler le back. Quand on passe du coup l'appel à un autre service, mais on va tout simplement penser à passer le header, à le propager lui aussi, le header d'authentification. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de s'identifier à chaque fois, et quand on est authentifié une fois, le token il va circuler entre les différentes applications. Comme la session est disponible, on l'utilise du coup. Mais par contre, on a fait le choix de valider à chaque saut, donc à chaque nouveau service, on va faire la validation parce qu'elle est peu coûteuse, et ça permet d'éviter d'avoir des services en fait qui n'ont pas d'autorisation ou ni d'authentification, et qui du coup sont entre guillemets le maillon faible de la chaîne. Si vous savez que ce service-là n'est pas sécurisé, vous pouvez l'attaquer. Donc si tout au long on valide, peu importe d'où vient l'appel, on est capable de valider que l'utilisateur a le droit de faire ce qu'il veut faire. Pour les applications, quand c'est deux applications qui veulent communiquer ensemble et qui du coup n'ont pas d'utilisateur qui va s'authentifier côté humainement, on a ce qu'on appelle l'authentification via Client Credentials, où en gros on spécifie quelques configurations et l'application se comporte, va récupérer un token via Keycloak. Client Credentials, c'est juste, ça reste de l'OAuth2. On vous montrait l'autorization code pour quand vous tapez vos passwords. Vous avez Client Credentials, vous en avez quelques autres qui existent, des différents protocoles, différentes techniques d'authentification grâce à OAuth2. Et donc si on reprend notre petit diagramme d'architecture du début, c'est exactement le même. Qu'est-ce qui change? C'est tout simplement qu'on a la brique Keycloak qui vient s'intégrer du coup dans notre schéma. Et donc, le client front, peu importe sa nature, va venir demander, va faire l'authentification au niveau de Keycloak. Keycloak retourne les différents tokens dont on a parlé. Et derrière, quand on fait notre appel, quand on parle à notre gateway, on envoie le token, lui les propage, puisque la gateway elle va juste rediriger, lui propage, et chaque application après derrière va valider les tokens, et elles peuvent s'appeler ensemble, et tout est sécurisé. Donc on va vous montrer tout ça, comment ça marche. Ouais, j'ai vu. Alors, on va aller... on va vous montrer ça déjà dans le bac. Donc, c'est ce qu'on vous montrait sur le schéma. On a une gateway Zool. Je ne vais pas m'attarder sur la gateway Zool. Hein. C'est juste, je prends une requête, j'envoie sur différentes routes. Donc derrière, on a deux ressources. On a une ressource qui est faite en Spring. Celle-ci, je peux l'ouvrir dans IntelliJ. Donc du coup, c'est une application Spring Boot. Donc ce qu'on peut regarder... Ah pardon, j'avais pas vu que j'étais pas... Ouais, super. Ah oui, parce que je dois pas avoir le bon... Ouais, ouais, bon, c'est pas grave, je sais pas pourquoi il me gueule dessus. C'est rouge, c'est comme ça. Ah non, ça doit juste être la couleur. Donc la partie security, configuration. Donc vous allez voir, c'est un peu verbeux, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre, pour moi, assez facilement reproduire. Et il n'y a pas besoin de beaucoup la changer. Donc là, en fait, vous allez configurer la partie security dans Spring. Donc vous allez rajouter pas mal de choses. Donc les choses qui vont nous intéresser ici principalement, c'est les filtres
je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire du Spring Security, mais quand vous faites du Spring Security, vous avez des notions de filtres, et les filtres vont s'exécuter les uns après les autres pour savoir si l'utilisateur, avec Spring Security, il a le droit de faire ce qu'il demande. Donc là, nous, on a utilisé une lib Keycloak, qui est fournie par les développeurs de Keycloak, en fait, qui est faite pour Spring, et on va tout simplement rajouter un pre-auth action filter. On va rajouter d'autres, il y a plusieurs filtres Keycloak, hein, et du coup, ça va nous permettre de faire ce qu'on vous expliquait juste avant. Ça veut dire, je reçois un jeton, je valide que le jeton est bon, je récupère les différentes informations qui sont dans le jeton, et une fois que je les ai récupérées, je continue le filtre, et donc j'ai seté mon contexte de sécurité Spring Security, et du coup, je vais pouvoir utiliser Spring Security par la suite, sans avoir à me soucier que mon implémentation, c'est du Keycloak. Nous, ce qu'on a fait, on a aussi rajouté, du coup, sur la route secured, on a juste dit, dès que tu es sur la route /secured, il faut que tu sois authentifié. Si tu n'es pas authentifié, tu prendras une erreur. Ensuite, derrière, on a une API secured, celle que je vous montrais juste avant. Donc, on a une de 3 routes. Donc, on a la première, en fait, c'est j'ai juste un request mapping sur /secured, donc j'ai même pas besoin de rajouter de pre-authorize ou ce genre de choses. Pre-authorize, c'est pour de l'autorisation. La première étape, c'est ce qu'on disait, c'est de l'authentification. Donc, la première étape, c'est il faut que tu sois authentifié pour accéder à la route secured. C'est ce que je vous ai montré dans le contexte de sécurité juste avant. Donc, quand je vais appeler cette route-là, il va vérifier que je suis authentifié. Si je suis authentifié, il retournera avec l'utilisateur. La deuxième étape, les deux autres routes qu'on a, c'est de l'autorisation, et donc je fais du pre-authorize, et donc je vérifie. Là, il faut avoir le rôle dump, bon, j'espère que personne l'a, hein. Et on en a un deuxième qui est le rôle yes we can. Et là, celui-là, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un saut, et il va appeler la ressource .NET Core. Donc, c'est pas magique, hein, les sauts. Il va falloir que vous preniez en compte le fait de passer les tokens à vos voisins. Ça se fait pas tout seul. Après, souvent, vous pouvez utiliser des libs qui vont vous faciliter le fait de propager des tokens. Donc voilà, là, je récupère tout simplement le token et je le rajoute dans le header, et après, j'appelle la route de .NET Core. Si on regarde le .NET Core, qui est là, donc en .NET, c'est pareil, c'est pas super compliqué. Dans le startup, je rajoute, c'est pareil, c'est assez verbeux, hein, le code d'authentification. Donc je vais rajouter toutes les notions de sécurité. En .NET, il n'y a pas de notion de Keycloak, c'est juste du JWT pur et simple. Donc y a même pas, vous parlez même pas de Keycloak. On rajoute juste une petite couche qui est spécifique pour le coup. C'est Microsoft, il n'est pas capable de lire les rôles composites dans le JWT. Donc du coup, ça, j'ai dû le rajouter, faire du code à la main pour qu'on puisse récupérer les rôles qui sont dans Keycloak. Et après, mes routes, ça reste à peu près pareil. J'ai une route secured où il faut que je sois, donc là, faut que je sois authentifié. Et là, pour accéder à cette route-là, il faut que j'ai le rôle yes we can. Voilà, donc on est à peu près bon. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne dans le front? Donc là, en fait, c'est tout simplement des appels qu'on va faire. Et donc là, si j'appelle la route /secured, vous avez vu, ça a pris un peu de temps quand j'ai cliqué. Parce qu'il s'est passé, c'est que c'est la première fois que j'appelais mon back. Donc il a appelé Keycloak parce que la clé, il ne la connaissait pas. Donc en fait, il y a ce petit temps. Par contre, si je reclique tout de suite, on ne le voit pas nécessairement, hein, parce que je suis toujours authentifié en tant qu'user, mais en fait, ça va beaucoup plus vite, puisque la deuxième étape, en fait, il a caché la clé publique qu'il a récupérée de chez Keycloak. Et donc en fait, c'est pour ça que vous allez sur les premiers appels, sur le premier appel, vous aurez sûrement un temps de warm-up, c'est une toute petite latence supplémentaire parce que je vais interroger Keycloak. Mais une fois que la clé, vous l'avez mise en cache, c'est ça, c'est pas coûteux du tout de valider un jeton. La deuxième route, donc là, je suis authentifié en tant que user, on s'était connecté avec le user. La deuxième route /dump, non, j'ai pas le droit. Du coup, je prends un 403. Donc, on va faire attention au code HTTP. 403, c'est j'ai pas le droit de faire quelque chose. 401, c'est je suis pas authentifié. Donc, si vous voyez vous faites, sur ces notions-là, si vous voyez un 401, 403, maintenant vous savez à quoi ça correspond. Et la dernière route, donc là, voilà, that's right, you can in .NET. Donc, on a appelé une route où on avait un pre-authorize, donc qui a vérifié le rôle. Donc, mon utilisateur, il a le rôle yes we can, donc il a pu appeler la route en Spring, et ensuite il a pu appeler la route en .NET parce que j'ai rajouté le header d'autorisation. Si je ne l'avais pas rajouté, je me serais fait jeter. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Tant mieux. Tant mieux. Pour terminer un petit peu, donc pour conclure par rapport du coup tout notre petit cheminement par rapport à notre besoin de base, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que la sécurité c'est pas aussi compliqué que ça en fait.
avec des outils comme Keycloak, on peut gérer assez facilement tout ce qui est notion de droit, d'authentification, avoir un CSO clé en main et avoir juste à faire un petit peu de thème pour que ça colle aux besoins de votre entreprise. En plus, ça utilise des standards qui sont connus et qui sont éprouvés, des standards de sécurité. Et donc, on a enfin des systèmes qui sont protégés pour un coût qui est vraiment minimal. Par contre, ça demande quand même un petit peu de réflexion au moment où on va poser notre architecture pour définir qu'est-ce qu'il faut faire, comment on le met en place. Et c'est un petit peu coûteux, on a tendance à se dire la sécurité on verra plus tard, mais si on le met dès le début déjà c'est beaucoup mieux, mais c'est nécessaire surtout. Et par contre ça demande aussi un petit peu de sensibilisation au niveau des développeurs. On en parlait, quand on fait des appels entre services, il faut penser à passer les headers HTTP, etc., d'autorisation. Si on oublie cette partie-là et que les développeurs ne sont pas au courant, ne savent pas à quoi sert ce header, ça peut poser des soucis et donc casser un petit peu la chaîne, comme je le disais plus tôt. Nous, là, on n'a pas eu sur ces missions-là à étudier la partie Ops, donc comment on fait pour gérer les clusters de Keycloak, parce que ça gère ce mode de fonctionnement. Donc on n'a pas étudié le côté Ops, donc on ne pourra pas trop vous en parler malheureusement, mais si vous avez des retours, on est vraiment preneur. Le meilleur slide de la soirée. Merci à tous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Des questions? Oui, il y a une question à gauche là. Ah, oui. Attends 2 secondes, on va te passer un micro. Allô, allô. Yep. Ça marche. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai 3 questions en fait. La première, c'est quoi en fait c'est quoi la différence entre Keycloak par exemple si je prends le CAS? La deuxième, en termes de perf, j'aimerais savoir en fait d'après votre expérience. Alors attends, on va faire les questions une par. La première, c'est quoi Keycloak en termes de? En fait, la différence, si je prends par exemple un CAS comme SSO. Keycloak, c'est juste c'est un provider, c'est un serveur d'identité qui va juste implémenter les différents protocoles de sécurité qu'on te montrait, donc SAML ou OpenID. Après, si tu veux faire quelque chose toi-même, tu peux faire différent. C'est juste un serveur d'identité. Nous, on a utilisé Keycloak pendant cette démo, mais c'est ce qu'on expliquait au début. Tu pourras utiliser du Auth0, tu pourras utiliser Okta, tu peux faire ta propre solution. D'accord. En termes de charge, d'après votre expérience, nombre de requêtes secondes. Alors, en termes de charge, c'est là où est-ce que c'est ce qu'on disait avant. Nous, on n'a pas vraiment étudié le côté Ops, mais par contre, ça va dépendre aussi de tes besoins de sécurité. Est-ce que tu as vraiment besoin d'appeler si tu veux vraiment faire de la charge et faire de la perf, c'est ce que je disais, c'est que tu vas avoir un access token qui va avoir une durée de vie qui va être un peu plus longue pour éviter de rappeler Keycloak à chaque fois. Parce que c'est sûr que si tu appelles Keycloak toutes les 30 secondes et que tu as 5000 microservices qui font ça, ouais, Keycloak qui risque de tomber. Donc après, c'est vraiment en fonction de tes besoins de sécurité, tu vas peut-être jouer avec les durées de temps de tes tokens pour faire attention et pas faire tomber Keycloak. L'idée, c'est que si ton token, quand tu reçois ton token côté du service, tu vas juste valider, tu fais aucun appel à Keycloak en fait, une fois que tu as récupéré ta clé. Du coup, il n'y a aucune charge qui apparaît. La charge, elle va arriver au moment où les gens vont s'authentifier, etc. Et ça, je t'avoue qu'on ne l'a pas benchmarké par contre. D'accord. La troisième, j'imagine on peut alimenter les claims. Ouais. Oui. Appel derrière. Vous n'avez pas trouvé une autre solution à part de rendre les claims un peu genre. Alors tu peux, si tu veux rajouter tes propres claims à toi, c'est ça que tu veux faire, tu veux rajouter tes propres. Je veux les alimenter. Ouais. Ouais, tu veux les alimenter. X, il y a une dizaine de champs que j'aimerais. Ouais, alors tu peux le faire, tu peux customiser en fait, c'est du code, c'est un provider que tu vas coder en Java et tu vas juste rajouter une surcouche dans ta phase d'authentification. Ça après si tu veux, je pourrais t'en parler plus en détail. Mais oui, tu peux rajouter des claims dans le JWT directement grâce à Keycloak. Ouais, tu peux faire ça. Après, fais attention à ce que tu rajoutes et que ça rajoute pas trop de charge. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Mais de rien. Non? Si. Dans la partie Java, vous avez intégré des librairies Keycloak. Du coup, il y a une dépendance sur votre serveur d'authentification. Ouais. Est-ce que ça aurait été un gros coup de faire de l'eau de brut pour être indépendant? Non, honnêtement, je l'avais fait chez un précédent client où je pense que je l'avais fait directement tout seul. C'est un peu coûteux. Mais honnêtement, non, ça peut se faire très bien. C'est juste que voilà, la lib Keycloak, on sait que nous on utilise Keycloak, donc, mais tu peux le faire sans trop de problèmes. Tu crées tes propres filters et c'est toi qui fais tes propres appels avec tes filtres à droite à gauche.
ça sera pas... Ça abstrait le fait de vouloir chercher la bonne clé par rapport au key ID, ça abstrait le fait de faire du refresh, ça abstrait pas mal de choses en fait qui sont faites pour toi. Et mais après, oui, tu peux faire de l'eau de pure, il n'y a pas de souci. Ouais, Merci. de rien. Il en reste 2 là-bas aussi. Ah, là-bas, il y en a plein. Au pire, après, vous pouvez venir nous voir directement. On a un peu de temps, je crois que comme il y a 15 minutes de pause. Oui, dans le cas d'une architecture microservice, où on a des microservices qui discutent entre eux de façon asynchrone, sachant que dans le JWT, il y a un timestamp qui indique la durée de validité du token. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez rencontré ce cas-là? L'idée, c'est que si jamais pendant ton appel, ton token expire, il est plus valide. Sauf qu'il y a des mécanismes qui te permettent d'éviter ça. Généralement, en fait, les librairies type client, par exemple, avant que le token expire, mais à plusieurs, quasiment une seconde ou ce genre de choses, il te fait un refresh en background automatiquement pour éviter de se retrouver dans des cas où tu fais ton appel juste avant ton truc. Après, si c'est des choses qui sont longues, tu peux, quand c'est du client à client, tu peux gérer du coup, quand c'est du client credential, avoir des tokens qui ont une durée de vie qui vont être plus longues pour pouvoir gérer le temps de ton batch. Il faut que tu le times, etc. Mais si c'est des appels vraiment longs, ça veut dire que tu as 2 appels HTTP qui sont fortement couplés, très très longs. En général, tu vas vouloir passer par un bus de message ou quelque chose, et là, c'est différent encore. Oui, tu as une gestion d'offline aussi. Hein. Tu peux vraiment dire, bah voilà, je t'ai fourni un token, et lui, j'ai pas besoin d'appeler Keycloak, c'est fourni. C'est un rôle. Tu as un rôle qui s'appelle offline, et tu peux demander un jeton offline. C'est un autre système d'authentification. Ok, merci. De rien. Je crois qu'il y avait une question derrière toi. Ouais. Bonjour, d'abord merci pour la présentation. Moi j'ai une question d'un cas pratique un peu particulier, c'est celui du ChatOps. Donc, assez souvent on considère que les personnes sont vraiment authentifiées. Derrière le robot va exécuter un job que la personne a demandé dans le chat. Et ce qu'on veut faire, c'est que le robot puisse assumer le rôle de la personne qui a demandé l'exécution. Donc en fait, c'est un peu assumé pour les autres sans avoir à donner leur authentification. Leur mot de passe et tout ça, on s'en fiche. Et le but, c'est d'obtenir un token JWT pour pouvoir le transférer ensuite aux différentes API qui exécutent les jobs. Ce qui a un bon effet aussi pour pouvoir loguer qui a fait quoi à tel moment, dans le cas d'un event sourcing. Tu veux faire de l'impersonnification. Voilà, c'est ça. Et en fait, est-ce que la solution que vous proposez, elle est capable de faire un assume for user? Allez, je vais te montrer. Mais oui, tu peux faire de l'impersonnification avec Keycloak. Il te le propose. Hop, admin. Et en fait, si tu vas sur tes users, hop, ça je veux pas. View all users, en fait, tu as le magnifique impersonate. Tout ce qui est fait tout ce qui est dans la plateforme d'administration, c'est que des appels HTTP derrière. Tu as une doc qui est très bien faite. Après, par contre, il faudra que ton chatbot il ait les droits suffisants pour faire de l'impersonnification, évidemment. Mais oui, tu peux faire de l'impersonnification avec Keycloak. Après, je n'ai pas parcouru. On n'a jamais eu J'ai jamais eu le cas non plus à le faire, mais je sais que c'est possible. Et on récupérera bien les informations liées à l'utilisateur. C'est ça, en fait, tu récupérerais un jeton. En fait, quand tu vas faire de l'impersonnification, tu vas avoir un jeton. Donc, le jeton que tu vas récupérer, l'access token, ça sera celui de l'autre utilisateur, à partir du moment où tu as les bons droits de le faire. Donc en faisant 2-3 requêtes sur l'API, tu devrais être capable de faire ce genre de choses. D'autres questions? Il me semble que... Ouais. Passez-vous le micro. Bonjour, Bonjour. Merci pour la conf. Une petite question au niveau du SSO et du LDAP. En fait, vous avez parlé de SSO, de LDAP. Et au niveau de la synchronisation des changements de mot de passe, je ne sais pas si vous avez un cas concret. En fait, quand tu configures l'intégration du LDAP dans Keycloak, tu peux lui dire est-ce que tous les jours tu veux runner le job pour recréer toute la base, pour updater seulement ce qui a été mis à jour, etc. En fait, ça ne va pas être de l'instantané, mais tu peux lui dire de rafraîchir toutes les heures pour justement synchroniser ce genre de choses. Et tu as un bouton directement pour dire bah, tu me fais un refresh maintenant. Donc tu as cette possibilité-là. Et du coup, comme c'est tout ce que tu peux faire via l'interface, tu peux le faire via l'API. Tu peux automatiser. Si jamais tu sais qu'il y a des mots de passe et que le refresh du soir il est un peu trop tard, et ben, tu peux le lancer un peu en avance de phase, etc. Non, la synchronisation, ça va permettre pour les users. Les mots de passe, les mots de passe ne sont pas synchronisés. Les mots de passe sont pas synchronisés. Ça veut dire qu'en fait, quand tu synchronises ton LDAP,
tu te retrouves avec tes utilisateurs dans Keycloak et il va enregistrer par contre le pass de ton utilisateur, donc où est-ce qu'il est dans le LDAP. Et donc quand tu vas faire un appel, tu vas t'authentifier, il va appeler le LDAP pour s'authentifier. Les mots de passe, c'est toujours le LDAP qui gère. Ouais. Exactement. Donc, du coup, le SSO, il est au niveau de... Le SSO, c'est juste que ta page d'authentification, en fait, ça sera toujours celle qu'on t'a montrée tout à l'heure. Et derrière, lui, il va appeler le LDAP, mais pour toi, c'est transparent. Et au niveau de ton code client, c'est pareil, c'est transparent. Ouais, mais pour être concret, c'est-à-dire, le user, il va s'authentifier sur sa session. Ouais. Sa session Windows. Ouais. Son mot de passe sera différent de son mot de passe Keycloak. Alors là, tu parles de SSO en mode Windows, ça veut dire je me suis authentifié sur Windows, et là, en fait, tu parles de Kerberos. Et bah, tu vois, tu as la petite option qui est là. Tu peux faire du Kerberos. Après, faut que je te laisserai regarder pour la configuration, je ne l'ai pas fait. Mais, mais oui, tu peux faire du Kerberos pour pouvoir. Le mec, il s'est authentifié sur sa session Windows. Là, nous, on parlait vraiment de SSO navigateur, où je suis sur mon navigateur, je me suis authentifié une fois, j'ai pas besoin de me réauthentifier parce que j'utilise le même système d'authentification derrière. Et si tu as un LDAP, tu peux utiliser le LDAP pour peupler tes utilisateurs et derrière, l'appel est fait pour toi. Et ton appel peut être fait qu'une seule fois. Mais par contre, c'est au niveau du navigateur et pas au niveau de la session Windows. Là. Voilà. Okay, merci. De rien. Qu'il faut. Pour cette conférence, je pense que ça va être la fin. Du coup, si vous voulez continuer à poser des questions, vous pouvez attendre les conférenciers devant la salle. Ouais. Ils ont peut-être un stand aussi. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et félicitations pour la conférence.